première vidéo YouTube long format. J'ai vraiment appuyé sur enregistrer. J'ai aucune idée de ce que je vais dire. Ce qui me rappelle ce que je faisais avant. Vous savez, il y a 2-3 ans, je faisais 10 minutes de vidéo par jour où je parlais comme ça et j'avais aucun sujet. Et l'idée, c'était vraiment que j'allume la vidéo, que je parle et on voit ce qui vient. Je vais essayer de faire un peu la même chose, sauf que maintenant, je vais essayer d'avoir un sujet. C'est-à-dire que ça m'intéresse de faire du long format parce que je regarde des gens, je suis des youtubeurs principalement anglophones, je vous le cache pas. Et j'aime bien le long format, j'aime bien les écouter parler pendant un moment, j'aime bien les écouter développer une pensée et j'aime bien que ça reste assez spontané, c'est-à-dire qu'ils ont un sujet, ils ont quelque chose à défendre, ils ont beaucoup de convictions, ils parlent pas c'est pas des machines à eau tiède, comme quelqu'un que je viens de rencontrer récemment, peut-être je vous en parlerai. Au contraire, c'est des machines à eau très chaudes ou eau très froide, mais c'est fait de façon où on sent qu'ils sont avec nous, on est avec eux, et ça me plaît beaucoup, j'ai envie de faire la même chose. Et donc je fais cette première vidéo, je crois pas que je vais la poster, d'ailleurs je suis sûr que je vais pas la poster parce que pour le coup j'ai vraiment rien à dire. Mais c'était pour tester les choses, pour voir de la lumière, pour voir ma gueule, ça va, il y a trop de lumière dans la gueule là, on va baisser un peu. Pour voir le son, pour voir la qualité de la vidéo, pour voir... Et en fait vous savez quoi, je suis assez content de tout ça. Je suis assez content de mon décor, il y a un moment je me disais il faudrait que je mette un fond plus cool, il faudrait que j'ai l'air cool. Voilà, il y a du bois, des livres, j'ai l'air d'avoir 45 ans au lieu de... Alors qu'en fait j'en ai 45. Non, donc c'est ça, je suis vieux. C'est le sujet de cette vidéo en fait, la vieillesse et la marche inexorable vers la mort. Et est-ce que c'est vraiment ça ? Est-ce que vraiment le fait de ne pas aimer vieillir, c'est parce qu'à la fin il y a la mort ? Je crois pas. Je crois parce que beaucoup de gens ne croient toujours pas à la mort. Ils ont beau voir leur corps partir en charpie, ne croient pas. Ils croient pas vraiment qu'un jour ils vont mourir. Sinon, il n'y aurait pas les cancer scares qu'on peut avoir à 60 ans. Il y a des gens qui à 60, 70 ans apprennent que... Et ils sont terrorisés. Et je dis pas que c'est mal du tout. Je dis juste que ça montre que leur problème avec le vieillissement, c'est pas la mort qui arrive. C'est le fait qu'il y a des choses qu'on peut faire en moins. C'est comme si on devient petit à petit handicapé, on n'a pas la même gueule, on ne séduit pas les mêmes gens, on entre dans une autre phase de sa vie et si on s'accroche bec et ongle à l'ancienne phase, parce qu'en fait c'est toujours la même chose, c'est la résistance qui fait souffrir. Les choses sont ce qu'elles sont, on peut être aussi heureux à n'importe quel âge, on a la même proportion capacité au bonheur intérieur, c'est simplement si on s'accroche aux choses qui disparaissent, aux capacités, aux relations, il faut accepter que le monde change, c'est toujours ça. Je sais plus quel gourou, enfin c'est pas un gourou d'ailleurs, c'était un maître bouddhiste à qui on avait demandé si on devait résumer le bouddhisme en une chose. Et il avait dit l'impermanence. Et c'est ça, à chaque fois qu'on souffre, et c'est toujours la même différence entre en anglais, ils ont une vraie différence entre pain et suffering. En français, je sais pas si on a cette différence, on dirait la douleur, mais entre la douleur et la souffrance, c'est que la douleur est inévitable, mais la souffrance, on la crée soi-même justement parce qu'on s'attache aux choses et on veut pas les laisser évoluer. On aimait bien notre petit confort, on aimait bien... Et d'ailleurs, je dis on aimait bien notre corps. Non, souvent on l'aimait pas, mais on l'aimait pas d'une façon à laquelle on était habitué. Et quand tout d'un coup il faut s'habituer, et c'est surtout aussi, c'est l'aversion à la perte. Parce qu'à la limite, si on gagnait des choses, et on gagne des choses, on s'en rend pas compte, mais c'est ces choses qu'on perd, ces capacités qu'on perd, on gagne des rides finalement, mais on perd l'ancien visage. Et il paraît que nous, les êtres humains, on a une aversion à la perte, plus qu'un goût pour le gain. On aime bien gagner des choses, mais on déteste perdre des choses. Et la vieillesse, on peut la voir. Je dis on peut la voir parce que ça n'est pas que ça, bien entendu. Et quand je dis la vieillesse, c'est même pas la vieillesse en réalité, c'est le fait de vieillir. Même quand on passe de 20 à 30, même quand on passe de 30 à 40, et bien dans le fait de vieillir, on perd. Ou en tout cas, on se focalise sur la perte. On gagne des choses aussi, on gagne de l'expérience, on gagne de la mémoire, on gagne des années de vie, on gagne des nouvelles expériences. Mais ça, en général, on le voit pas parce qu'on considère que c'est acquis. Tant que la vie est pas complètement menacée à un moment, tant qu'on n'a pas risqué de mourir, et qu'on se rend compte que chaque jour supplémentaire est un gain, on a l'impression de perdre et de rien gagner. Voilà, comment je suis arrivé là-dessus ? Alors voilà, donc des questions très, très concrètes vont se poser à partir de là, et on va rentrer vraiment dans des choses concrètes. Comment je sais depuis combien de temps je parle là, par exemple ? Est-ce que j'ai pas de compteur sur rien ? Et vous pouvez pas m'aider là-dessus. Si, vous le savez, parce que si j'ai posté cette vidéo, il y a un compteur qui tourne, mais là, par exemple, je sais pas si ça fait... Quand je faisais mes vidéos comme ça, il y a un moment,
j'avais un timer, parce que l'idée c'était que j'avais pas le droit de parler moins de 10 minutes. Et donc j'avais un timer qui faisait 10 et qui arrivait à 0. Et après j'avais le droit de continuer, mais j'étais obligé de parler 10 minutes. Je faisais ça pour m'obliger à ne pas prévoir. Parce que mon problème à l'époque, c'est que je me cachais derrière la technique, je me cachais derrière la préparation, derrière le scénario. Je faisais déjà beaucoup de films. Ça m'arrivait de jouer dans les films. J'étais aussi comédien, j'ai fait une formation de comédien. Donc ça m'arrivait d'aller sur scène. Mais j'avais ce truc où j'avais besoin de préparer, j'avais besoin d'écrire. Et c'était impensable pour moi de faire une vidéo où j'aurais rien préparé, où j'arriverais comme ça, la gueule enfarinée. Je disais, ouais, salut, c'est moi. Alors... Et c'était impensable pour moi. Et quand j'ai commencé ça il y a quelques années, la première vidéo était très dure. Et j'ai dû inventer tout un dispositif pour dire, voilà, regardez, en fait, je vais faire ça. Comme s'il y avait un plan, comme si on allait suivre quelque chose de très précis. Et je me souviens, j'avais une liste que je faisais apparaître comme des slides, quasiment, comme si je faisais une démonstration PowerPoint. Et ce qui était dur aussi, c'était le fait d'avoir aucune obligation. C'est-à-dire que cette vidéo que je faisais venait uniquement de moi. J'avais choisi de dire que j'avais quelque chose d'important à dire au monde. Et voilà. Personne ne m'avait rien demandé, personne ne m'avait sonné. Je ne répondais à personne. Souvent, une obligation professionnelle, c'est une bonne excuse. On dit, ah, alors là, vous savez, il y a eu tel sujet, c'est très important, donc j'en profite pour faire cette vidéo. Non. Ce qui était dur, justement, c'est de parler sans aucune obligation, sans que j'y sois poussé par rien. Et c'était dur. Je savais que c'était contre ça qu'il fallait que je me batte, et ça m'a beaucoup servi, bien évidemment. Mais il a fallu quand même que je trouve des excuses ce jour-là pour cette première vidéo. Et donc j'avais ce petit plan, cette petite liste, et ça a duré que 5 minutes. La deuxième était plus facile, j'ai parlé de la première vidéo, mais c'est toujours très dur. En fait, on a toujours besoin d'un cadre, on a toujours besoin d'un contexte. Et ce que j'ai gagné, j'imagine, par la méditation, par la présence, par ces exercices, c'est le fait de m'en foutre. Et c'est beaucoup plus difficile que vous en pensez, parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui disent « Ah ben moi, m'en foutre, très facile ». Mais en fait, non. Beaucoup plus dur qu'on y pense. Et surtout, la capacité de se lancer sans savoir. Et c'est pour ça aussi que l'année dernière, j'ai fait de l'improvisation. Alors, il y a 2 ans, j'ai fait l'improvisation dans un groupe, et après, l'année dernière, j'ai organisé avec des amis comment on appelle ça, un atelier d'improvisation qu'on a fait nous-mêmes. Et j'étais obsédé par cette idée de comment on se lance. Et je le suis encore, moins parce que maintenant j'y arrive, mais encore parce que je crois que j'étais encore poursuivi par le fait de préparer, de monter sur scène devant des gens qui te regardent, qui attendent que tu dises quelque chose, et de n'avoir rien préparé. Et pendant cette année d'improvisation, d'atelier que j'ai organisé, parce que c'est pas moi, alors si, c'est moi qui l'avais lancé, mais l'idée c'est qu'on soit tous au même niveau, qu'on fasse des trucs comme ça, et puis finalement, comme je suis metteur en scène, comme j'avais quand même plus d'expérience que la plupart des gens, je me suis rapidement mis à organiser le bordel. Et à faire, alors je dirais pas des cours, mais à organiser l'exercice pour essayer de travailler là où on avait du mal collectivement. Et j'étais obsédé par cette idée de... Tu vas monter sur scène, et en fait, quand tu montes sur scène, tu sais déjà ce que tu vas faire. Et ben non, tu prends cette idée et tu la jettes, et tu fais autre chose. Et c'est très fort. C'est-à-dire que c'est vraiment des choses qu'on doit vivre une fois dans une vie, cette idée de monter sur scène, parce que déjà, il y a une pression du regard des autres. Et tu te sens vraiment prendre cette idée dans ta tête et la jeter. Ah là, je vais les faire rire avec telle blague, j'ai prévu telle chose, ça va être marrant parce que pour telle raison, je vais utiliser tel ressort, tel levier que j'ai l'habitude d'utiliser. Et non, tu montes sur scène, bram, tu jettes tout par terre et t'arrives avec rien. Et donc t'es comme un con, hein, comme une conne. Et donc t'as pas d'autre choix que de parler du présent. T'as pas d'autre choix que de parler de ce qui te traverse maintenant, de tes pets de cerveau, de tes bêtises, de te ah bah là je suis un peu stressé parce que j'ai rien prévu. Et ça marche. C'est beaucoup plus fort pour tout le monde. C'est beaucoup plus fort pour soi parce que on vit quelque chose qui n'était pas prévu. C'est pas la blague qu'on raconte pour la 500e fois et on sait qu'à tel non. Et c'est plus fort pour le public. Le public sent qu'il se passe quelque chose. Il est en train de se dire « Ah, je suis en train de vivre quelque chose qui n'est jamais arrivé auparavant. » Et c'était vraiment une obsession pour moi, ça. C'est-à-dire que même des années auparavant, quand j'avais commencé à faire ces vidéos 10 minutes par jour, je me souviens que très vite, c'était le sujet de dire « À partir d'aujourd'hui, je ne répète jamais rien. »
Et je pense que c'est assez vrai dans ma vie. Alors, en fait, je me rends compte aujourd'hui, parce que j'avais jamais fait le bilan de tout ça, je me rends compte que c'est absolument présent dans la vie, c'est-à-dire que je ne répète rien. Et c'est pas une histoire de juste devant la caméra où je ne répète pas quelque chose que j'ai prévu, parce que ça, je le fais plus, sauf si c'est vraiment de la fiction, mais j'ai un texte à apprendre, c'est autre chose. Non, je ne répète rien. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose que j'ai déjà raconté à quelqu'un, ça va un petit peu me fatiguer de le raconter à quelqu'un d'autre de la même façon. Ou alors je vais être au moins obligé de le préciser comme je l'ai dit à telle personne, parce que j'ai besoin que la personne en face soit au courant que c'est une répétition. Et je vais trouver un moyen de le faire différemment. Et ça m'emmerde. Ça m'emmerde. Et je me rends compte qu'il y a des gens qui sont pas du tout comme ça, qui au contraire... Et je dois admettre, alors c'est pas très charitable, mais c'est des gens... C'est pas que les gens m'intéressent pas, c'est que ce genre d'interaction m'intéresse pas, où je sens que c'est une répétition. Je sens que ce qu'ils me disent, ce qu'ils me racontent a déjà été dit, a déjà été raconté. Et alors pour l'humour, c'est encore pire. Ce qu'on appelle les vannes. Alors ça, j'ai jamais aimé les vannes. Les vannes, c'est le truc que tu trouves drôle une fois, tu l'as trouvé par hasard ou tu l'as entendu et tu vas le répéter 10 fois dans la journée. Et j'avais un pote comme ça. Alors j'étais entouré à un moment, à l'époque où je buvais énormément. J'ai eu cette époque où je buvais énormément. Et j'étais entouré de gens de la nuit, j'avais des gens qui étaient drôles, c'était le métier. Et tu sentais le moment où ils répétaient des morceaux de leur spectacle sur toi. Toi, t'es en train de parler, tu sens, les choses coulent, flottent, c'est un flow, c'est-à-dire que tu dis quelque chose, ça répond, ça vit, c'est vivant, tu sens que les choses se passent dans le présent. Et tout à coup, tu sens le moment où ils arrivent avec une espèce de brique qui a été fabriquée avant. Cette truc a été pré-cuite, elle a déjà été mâchée, elle a déjà été, ça a été manufacturé dans le passé et t'essaies de me le revendre maintenant. Et je déteste ça. Je déteste ça quand c'est des comédiens qui le font et je déteste ça même quand c'est des petites vannes. Parce que tu me demandes de rire, tu t'interromps le flot de notre conversation et de notre vie commune. En fait, on est en train de vivre un moment. Et t'interromps ça par quelque chose du passé. Parce que t'essaies de te mettre en valeur finalement. T'essaies d'être drôle, alors que l'humour ça se mérite, être drôle ça se mérite. Et les gens pour moi les plus drôles c'est ceux qui sont drôles. Je sais pas comment dire et je les recherche dans ma vie parce qu'il n'y en a pas tant que ça. C'est vraiment les gens qui rendent l'instant présent drôle et vont te dire quelque chose qui n'aurait pas marché il y a 1 minute, qui marchera pas dans 5, mais qui va être drôle maintenant et qui rend le moment inoubliable. C'est-à-dire qu'ils ont lié tout ce qu'on avait vécu ensemble et ils ont rajouté par-dessus une couche d'intelligence du coup, parce que c'est intellectuel aussi l'humour, c'est pas que instinctif, c'est un mélange d'intelligence et d'intellect pour faire que ça rend ce moment inoubliable entre nous. Et ça j'adore ça. Alors j'adore essayer de le faire, moi j'adore essayer d'être drôle, je dis pas que j'y arrive, mais j'adore les gens qui ont cette capacité-là parce que c'est finalement une capacité de présence, c'est une capacité d'observation, c'est une capacité de recul et c'est surtout cette capacité à ne pas réchauffer. Et j'adore ça. Je suis accro de ça. C'est un peu la même démarche que le présent, que la méditation. Lorsque vous apprenez à méditer, alors je ne sais pas s'il faut dire on apprend, mais quand on découvre tout ça, on ne fait que découvrir, comme dit bien sûr Eckhart Tolle, le pouvoir du présent. On se rend compte que le présent est magique. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas avec tes préjugés, avec tes peurs, avec tes objectifs que tu as déjà prévus, parce que c'est ça le problème, c'est que tu parles avec quelqu'un, tu essaies de vivre un moment incroyable, non, tu essaies de vivre un moment, tu essaies d'être dans le flow, sauf que cette personne a un objectif. Et donc, elle n'est pas dans le flow avec toi. Ce que tu dis, ce que tu es, ce qui se passe est soit un facilitateur, soit un obstacle de quelque chose qu'elle attend, qu'elle veut, qui n'a rien à voir avec toi. Et c'est très dur d'être dans le présent avec ces gens-là parce qu'en fait, ils sont dans la pensée. Tout est un objectif, tout est un outil, tout est un moyen pour atteindre quelque chose. Et c'est très dur d'exister vraiment dans le présent avec ces gens-là. Ça se sent tout de suite. C'est vraiment comme les gens qui arrivent, comme les comiques qui arrivent avec leurs briques de réchauffées qui testent sur toi. Tu sens que cette personne a un objectif, tu sens qu'elle est dans sa tête, tu sens qu'en fait, tu n'es qu'une étape. Cette conversation n'est qu'une étape dans un objectif qu'elle essaie d'atteindre et qu'elle n'est pas avec toi. Et c'est le cas de beaucoup de gens à plusieurs niveaux. Alors après, en général, et c'est pour ça qu'il y a les addictions à l'alcool, à la cigarette, etc., c'est toutes les choses qui enlèvent les inhibitions et qui vont permettre que ces personnes soient un peu dans le présent. Mais c'est dommage. C'est dommage d'avoir besoin de boire un coup pour oublier les objectifs. Et tous ces objectifs, bien entendu, sont construits sur la peur. Ces gens ne sont pas nés avec des objectifs dans la tête.
C'est juste qu'à un moment, ils ont été pris au dépourvu, ils ont eu peur, ils cherchent de la sécurité, ils sont persuadés que ces objectifs qu'ils construisent vont un jour leur apporter de la sécurité, que quand ils vont arriver là, ils seront à l'abri. Sauf que non, bien sûr que non, jamais, parce que depuis le début de leur vie, ils se fixent des objectifs successifs et ils sont jamais à l'abri, puisqu'ils sont toujours en train d'en produire davantage. Ils sont dans un cycle, et c'est un cycle vraiment qu'on peut appeler comme une course en avant. Et quand on est dans le présent, eh ben c'est assez désagréable. C'est assez désagréable parce que on partage pas l'instant, on partage pas le moment. Il y a cette idée comme ça en finance, ils en parlent beaucoup, dans les religions. Vous savez qu'à un moment, l'usure était interdite dans les religions, c'est-à-dire que on a le droit de prêter de l'argent, on a le droit de donner de l'argent, mais si je te prête de l'argent, j'ai pas le droit de te faire payer le salaire de l'argent, ce qu'on appelle le fameux intérêt. C'était interdit par toutes les religions, et la raison que j'avais entendue, je ne sais pas si elle est vraie, c'est parce que justement on cesse d'être contemporain. Si je te prête de l'argent, et que du coup tu me payes un intérêt, on ne peut plus avoir une conversation. Parce que durant cette conversation, à chaque minute qui passe, moi je gagne des sous, et à chaque minute qui passe, toi tu perds des sous. Et en fait, c'est moi qui les récupère. C'est-à-dire qu'on discute, et il y a un flot d'argent qui va de toi vers moi. Qui est l'intérêt, parce que le principal, tu vas me le rembourser, ça c'est pas un souci, mais il y a de l'argent qui est créé pour rien, qui va de toi vers moi, et qui fait que cette conversation n'a pas la même valeur des deux côtés. On n'a pas la même liberté, on ne profite pas du présent de la même façon. Et ça, c'est problématique, parce que du coup, on peut pas se rencontrer. T'es en train de me payer. Finalement, on peut pas juste parler du temps qu'il fait, de l'amour, de est-ce que ça va, parce que, indirectement, c'est comme si tu payais un conseil ou quelqu'un. C'est marrant parce que cette vidéo a commencé dans le présent, vraiment. Alors vraiment, pour le coup, j'étais en train de me dire, bon, si j'appuie sur entrée, qu'est-ce que ça fait, si j'appuie sur record, est-ce que ça commence une vidéo? Et je pensais pas du tout que j'allais continuer, je pensais pas du tout que j'allais la poster. Maintenant, c'est évident que je vais la poster, c'est évident. Alors pour vous, non, parce que vous êtes plus là, tout le monde a quitté au bout d'une minute 30, a dit c'est quoi ce con? Mais finalement, c'est une vidéo sur le présent. Et ce qui rend les choses compliquées maintenant, c'est est-ce que je la monte? Est-ce qu'il faut que je fasse du montage ou est-ce que je peux mettre ça d'un bloc? Je pense que je vais mettre ça d'un bloc. Il faudrait la regarder, il faudrait dire « Ah, ça c'est moins intéressant, je vais couper ». Et en même temps, vous savez quoi, c'est un flux, c'est un flow. Ça permet d'écouter ça dans sa bagnole et de rien perdre. Il n'y a pas un moment... Finalement, c'est tout ce que je vous raconte. Je suis dans le présent. Il n'y a pas un moment où je coupe, où je dis « Ah, ça c'était nul, qu'est-ce que je vais leur dire après ?» Prévoir quelque chose dans ma tête et construire. Non. Et ce qui est marrant, c'est que je me trouve très convaincu de ce que je raconte pour quelqu'un qui a rien à dire. Mais finalement, on pourrait penser que quelqu'un qui a rien à dire va dire oui, alors qu'est-ce que je vais pas... Non, alors que je suis très sûr de moi pour quelqu'un qui avait rien prévu du tout. Je suis assez content. C'est ça l'objectif. J'invente... Alors la vérité, c'est que je parle de choses dont je suis déjà convaincu. J'invente rien là. Je suis assis sur des fondations que j'ai depuis un moment. Mais cette façon de les exprimer... Dans mon salon, avec cette lumière, ce micro, en faisant une vidéo qui dure depuis je sais pas combien de temps. Là, je vois de moins 10, mais ça, c'est les décibels, ça n'a rien à voir. Moi seul, c'est les haut. Mais non, aucun moyen de savoir. Je parle peut-être depuis des heures. Ah, je dirais quoi? Je dirais combien? Ça se trouve, ça n'enregistre plus. Ah si, c'est écrit là, 18 minutes. 18 minutes. Oh. Bon, on va jusqu'à 20? Non, on s'en fout, c'est un chiffre. Conclusion? Non, pas de conclusion. Bisous.